Bonjour André Berkoff. Bonjour Paul-Marie Couteau. Merci de nous rejoindre au siège du Nouveau Conservateur pour une conversation. Et non pas un interview, parce que je m'en voudrais d'interviewer un intervieweur, comme si j'allais chez un coiffeur pour lui faire une coupe de cheveux. Je ne pense pas y parvenir. Mais ce sera la capillarité. Voilà, la capillarité. Et on va sans doute, dans une toute conversation, d'ailleurs, on a une démarche capillaire, ça part un peu dans tous les sens. Tiens, c'est peut-être l'occasion de dire, pardon André, mais je m'adresse cette fois aux auditeurs et téléspectateurs de nos conversations sur TV Liberté, qui trouvent que je parle trop. Figurez-vous, il paraît que je parle trop. Est-ce que vous êtes bavard, Paul-Marie Couteau? On va transformer moi qui vous interviewez. Moins que vous. N'essayez pas de renverser les rôles. On trouve que je parle trop. Mais je demande à ces aimables correspondants de regarder la définition du mot conversation dans le dictionnaire. Une conversation, c'est une conversation entre deux personnes qui conversent, n'est-ce pas? Absolument. Et ce n'est pas tout à fait des interviews que je fais. D'ailleurs, je ne suis pas journaliste. Bien que je trouve très belle ce métier, quand il est bien exercé, ce qui est le vôtre en réalité, André Berkoff. Oui, qui est le mien, avec, mais je dirais plus, comment dirais-je, plus déchiffreur, décrypteur, et c'est pas pour rehausser la fonction. Vous savez, journaliste, il y a de tout. C'est vague, hein. Comme d'ailleurs de tout dans les écrivains, dans les chauffeurs de taxi, chez les cuisiniers et ailleurs. C'est quoi? C'est ou les journalistes qui portent, comme disait Albert Londres, la plume dans la plaie, les journalistes qui font, si vous voulez, ce qu'ils ont à faire, qu'ils soient journalistes d'éditorial, d'investigation, mais qui cherchent effectivement à trier le bon grain de livret en cherchant à chaque fois la vérité, le réel qui fera pas la porte. Ou alors les journalismes, je dirais, soit de cours, soit de basse-cour. Ce qui ne manque pas. C'est clair, et qui travaillent plutôt ou à l'idéologie ou à l'intérêt qu'autre chose. Il y a de tout, vous savez, comme partout, mais il y a d'excellents journalistes qui font vraiment bien leur boulot, et d'autres qui le font moins, voilà, ça fait partie de la vie. Vous êtes journaliste et vous êtes écrivain aussi. On verra vos livres. Ce que je suis plutôt, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'autorise à parler, et non pas simplement à interviewer, selon un mot d'ailleurs, qui n'est pas très français. Alors André Berkoff, vous êtes un journaliste, je dis une banalité, très courageux. Vous avez fait une immense percée avec vos émissions de midi sur Sud Radio, de midi à 14h, tous les jours, André Berkoff. Des audiences à faire pâlir d'envie à peu près toutes les radios et les télévisions. Vous dépassez souvent le million de vues, ce qui est rare et remarquable, et quelquefois même davantage. Enfin, je ne regarde pas, mais ce sont des émissions marquantes. Vous recevez des gens qui ne disent pas, on sent que ça vous plaît, qui ne disent pas ce que tout le monde dit. Voilà. Et je crois que ce qui vous caractérise, c'est une indépendance d'esprit absolument... à couper au couteau, sans jeu de mots. André Berkoff, parlons un peu de vous, pour une fois. C'est moi qui vous interroge. D'autant que votre vie est absolument passionnante. Elle est extraordinaire. Vous êtes né au Liban, d'abord, pour commencer, ce qui n'arrive pas à tout le monde, en 1940. Je peux dire la date. Décembre 1940. Voilà. Dans une ambiance qui, je crois, était à ce moment-là très agréable. Votre père était fonctionnaire français. Tout à fait. En temps du mandat, c'était le mandat français au Levant. C'était le mandat français au Levant, qui allait sur sa fin, mais qui a eu de très beaux jours. Et je crois que le Beyrouth et le Liban, endroits merveilleux, ont eu aussi de beaux jours. Non, vous devez avoir de votre enfance de beaux souvenirs. Oui, Paul-Marie, je peux vous dire que j'ai eu une enfance extrêmement heureuse, dans un Liban de l'époque extrêmement heureux. Et cette période, je dirais, des 30 glorieuses libanaises a duré jusqu'à pratiquement la guerre, jusqu'aux années 70. Vous avez quitté avant la guerre, vous? Oui, absolument. Moi, je n'ai pas du tout quitté pour des raisons politiques ou autres. J'ai quitté parce que j'ai eu l'impression, à 25 ans, j'ai commencé le journalisme au Liban. J'ai fait toutes mes études au lycée français de Beyrouth. Saint-Joseph. Oui, voilà, le lycée laïque, la mission laïque française. Ah, la mission laïque, c'est pas le lycée Saint-Joseph. Ah non, pas Saint-Joseph. Non, moi, j'étais pas à Saint-Joseph chez les Jésuites, j'étais à la mission laïque. Déjà laïcard, comme on dit, non. Mais, je veux dire, bon, et vraiment, ça a été une période extraordinaire parce que, je rappelle simplement que le Liban était non seulement multiculturel, au sens qu'il y avait le français
l'anglais et l'arabe, qui étaient les 3 langues évidemment reines, puisque l'arabe c'était la population qui parlait arabe. Toute la bourgeoisie libanaise parlait français. Le français à l'époque était beaucoup plus dominant que l'anglais, à l'époque dont je parle. Et surtout, à l'époque, nous, journalistes, etc., vivions à l'heure de Paris. C'est-à-dire que tous les journaux parisiens arrivaient le lendemain même à Beyrouth, et les librairies étaient vraiment... Et les discussions, c'était amusant quand je pense, portaient déjà sur Godard et compagnie quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire que nous discutions de Jean Paulhan, d'État moderne, des hussards, de Nimier, de Blondin. Comme si vous viviez sur la montagne Sainte-Geneviève. Absolument. Dans le 5e arrondissement de Paris. Je n'ai eu aucun, si vous voulez, aucun problème d'adaptation. On me dit, mais vous arrivez de Beyrouth à Paris. Moi, très sincèrement, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, il y avait ça. Et je vais vous dire, ce qui est extraordinaire, je pense à ça par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, Paul-Marie, c'est que je me rappelle de 2 choses. Un jour au Liban, il y a, est projeté, comme tous les films, Si Versailles m'était compté, vous savez, de Sacha Guitry, à Beyrouth. Et puis à un moment donné, dans le film, je me rappelle, ça m'est resté, je ne sais pas, j'avais 14-15 ans à ce moment-là, et je vois, on dit, alors on parle de tous les personnages qui se sont succédés à Versailles, et à un moment donné, on parle de Napoléon qui est venu voir, mais qui n'a pas voulu résider à Versailles. Et le public de Beyrouth, libanais, se lève et applaudit Napoléon. Quand même incroyable. Je sais pas. Eh bien, pour vous dire à quel point les personnages de l'histoire de France, et on était nourris à ça. À Bayard, au Petit Tambour Bara, au Panache, voilà. Je dis simplement ça. Donc, il y avait ce Beyrouth-là, ce Beyrouth de la Dolce Vita, ce Beyrouth de la fête, et puis malheureusement, tous les signes positifs du multiculturalisme se sont transformés en signes négatifs, et on sait la suite. Voilà. C'est bien ce qui nous menace d'ailleurs, non ? C'est la libanisation. En tout cas, quelque chose qu'il faut. La discorde. Vraiment, voilà. La discorde et la guerre civile. Où chacun s'enferme dans une identité. Quand les identités deviennent meurtrières et non pas ouvertes, quand les identités, on ne comprend pas que, évidemment, quand on est assailli par telle ou telle chose, il faut se défendre, et c'est normal. Il faut savoir, le multiculturalisme ne veut rien dire si on n'est pas attaché aux valeurs de ce qui fait la nation, pas seulement la République, la France elle-même, etc. Quelque chose d'autre que sa propre communauté. Voilà. Alors vous, votre communauté, si j'ai bien compris, c'était orthodoxe, non, je me trompe ? Votre père était un laïc aussi, d'ailleurs, Non, le fait que vous soyez à la mission laïque. Mon père était... Moi, était russe, c'est ça ? Mon père était d'origine blanc russe. Ou rouge ? Absolument. Non, russe pogrom. Oui, je vois. Il n'était ni blanc ni russe, il avait des origines juives, mais il était totalement athée. Athée, c'est-à-dire, je vais vous dire à quel point, je peux en parler, parce que ma mère était croyante, et le jour du Kippour, vous savez, le jour du jeûne, mon père faisait absolument, il en faisait une règle d'or d'aller manger du jambon à midi. Et ma mère l'insultait de manière incroyable. Lui, absolument, il dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça, la religion, c'est bon. Donc, moi, j'ai grandi dans une atmosphère religieuse, trait d'union religieuse. Je ne renie aucune de mes origines qui sont très diverses, puisqu'il y a de l'espagnol, il y a du turc, il y a du russe, et tout ça fait d'excellents Français. Et votre père est né en Russie ? Non, je crois pas. Non. Mon père est né en Palestine. Oui, c'est ça, voilà. Palestine de l'époque. Qui était arrivé en Palestine avant... Voilà, avec ses parents... avant Balfour, même. Absolument, bien avant Balfour. Donc, tout ça faisait quelque chose, et lui, très, très, très attaché au français, très rigoureux sur la langue française. Et vous savez, quelque chose d'intéressant par rapport à, justement, la langue française et les étrangers. Et c'est un vrai problème aujourd'hui. On passe justement, mais pour vous dire que, par exemple, pendant 10 ans, Paul-Marie, le journal L'Express et le journal Le Point étaient corrigés du point de vue du français par un juif égyptien et par un copte égyptien. C'est-à-dire, Le Point était corrigé du point de vue de la langue par Berthaud Fary, qui venait du Caire, et L'Express, je vous parle des années 70, comme ça, par Georges Hénin, qui était un grand poète surréaliste égyptien, qui connaissait le français comme personne. C'est-à-dire que ces gens-là avaient tellement l'amour du français. Le journal L'Orient, où je travaillais à 20 ans, je vous assure que le fameux L'Orient le jour, ça s'appelait déjà L'Orient le jour. Non, c'était L'Orient. L'Orient tout court. Après, il y a eu L'Orient le jour avec le jour. Voilà, avec la fusion. Mais je vous assure qu'il y a peu de journaux en France qui sont écrits avec la rigueur qu'avait à l'époque,
L'Orient le jour. Et le luxe de vocabulaire, moi j'étais un collaborateur, pardon de parler de moi, avant qu'on me le reproche, de Michel Jobert. Oui. Et j'écrivais des choses pour Michel Jobert. Il me dit attention, quand vous écrivez pour des journaux français, faites simple, parce que les Français ne comprennent plus. Si vous écrivez pour des journaux marocains ou francophones étrangers, vous pouvez utiliser tous les mots les plus fleuris, on comprendra. C'est très étonnant, ça. C'est très étonnant. Non, mais c'est-à-dire la beauté de la langue parlée par les Levantins, c'était extraordinaire. C'est Levantin. Et puis ils avaient un amour de la langue française. C'était vraiment leur patrie. Vous savez, quelqu'un qui disait, un écrivain algérien disait « mon exil, c'est la langue française ». Non, eux disaient « ma patrie, c'est la langue française ». C'est-à-dire que c'était vraiment un tel amour de la culture, de cette culture-là. En tout cas, moi, je peux dire, j'étais de la génération qui a été vraiment nourrie à cela. Donc, voilà. Et votre mère aussi, parce que alors, votre mère aussi, c'est haut en couleur. Elle est espagnole. Espagnole d'origine, mais a vécu en Turquie. Ses parents et elle ont vécu en Turquie pendant, je crois, des siècles, et elle est arrivée au Liban parce que sa famille... Marane, c'est ça, espagnole, qui s'exile. C'est ça, qui s'exile en Turquie, à Istanbul. Qui arrive à Constantinople, absolument. Voilà. Constantinople, et ils font leur vie à Constantinople. Et je vous dis ça parce que c'est très intéressant, la langue et la sémantique, puisque ma mère, qui n'avait jamais connu l'Espagne, ni elle, ni sa grand-mère, ni son arrière-grand-mère, ni sa trisaïeule, quand elle me parlait, j'étais gosse, elle disait hijo de la madre et pas hijo. Oui. Hijo de la madre, l'enfant de sa mère, le fils de sa mère. Hijo, on ne prononçait pas le ré en espagnol. Dans le castillan ladino, c'était hijo de la madre. Et moi, elle disait, me vamos a ir a la casa, pas la casa, mais la casa. Et donc, c'est extraordinaire, je suis toujours fasciné comment cette transmission de 5 siècles ou de 4 siècles a continué jusqu'à... Dans la communauté espagnole de Turquie. Absolument. Pourquoi je suis venu à Paris ? Pas du tout pour me dire, alors tu es réfugié, tout ça, rien, réfugié, rien du tout. Je suis venu, je suis à 24 ans, 25 ans, je crois. Alors là, vous avez déjà fait une partie de vos études, vous êtes licencié S lettres, voilà, je crois. Voilà, j'avais fait une licence de lettres à Beyrouth. Déjà littéraire. Et absolument. D'ailleurs, mes parents, mais vous savez, détestaient ça. Mes parents considéraient que le journalisme était un métier de saltimbanque où j'allais crever de faim. Et ils étaient violemment contre, mais j'ai dit, écoutez, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai envie de faire, et voilà. Donc, voilà, et je suis venu à Paris parce que mon envie, la vocation était de venir à Paris, et voilà. Et L'Orient le jour, c'était, je ne sais pas ce qui devient aujourd'hui ce journal, mais L'Orient le jour, c'était un monument pour tout le Proche-Orient. Écoutez, c'est très intégralement en français, on vend les quotidien. 50 000 exemplaires quotidiens vendus pour une population de 3 millions d'habitants. Imaginez, on vendait à 50 000 exemplaires vendus, diffusés, pour une population de 3,5 millions d'habitants. C'était quand même énorme. C'était le journal avec un journal arabe qui se vendait le mieux au Liban. Donc vous voyez un peu l'influence que ça avait à l'époque, en tout cas. Mais pour le jeune journaliste que vous étiez, à ce moment-là, la vie était très belle, non ? Très belle. Et en plus, autre chose, je veux dire, Beyrouth était sur le circuit des écrivains, des chanteurs, des acteurs qui venaient à Beyrouth comme ils allaient à Bordeaux ou à Marseille. Donc, la chance que j'ai eue, à 20 ans, j'étais responsable culturel de L'Orient le jour à 22 ans, j'ai reçu... Ah déjà, des pages culture. Absolument, des pages culture, très jeunes, absolument. Et j'ai reçu Pierre Brasseur, j'ai reçu Belmondo, j'ai reçu Romain Gary, j'ai reçu César, j'ai reçu énormément de gens. Quand les écrivains ou venaient faire des conférences, vous les attrapiez pour aller en entretien. Et non seulement je les attrapais, je les interviewais, mais après on allait sortir. C'est pas comme maintenant, vous avez des attachés de presse qui vous demandent, ah oui, etc. Là-bas, j'ai passé des soirées hallucinantes avec Pierre Brasseur. Au restaurant ou... Ah oui, au restaurant, en boîte et partout. Avec Belmondo, avec Jacques Brel, avec des gens comme ça, quoi. Dans les années 60, 65, ils venaient tous. Edmond Charleroux, François Lorissier, enfin je peux vous en citer, mais c'était intéressant parce que on allait là-bas et puis voilà, il y avait une espèce d'échange qui n'était pas limité à le journaliste qui interviewe machin, non, on sortait. Vous, idéologiquement, à ce moment-là, vous étiez... Moi, je regardais ça, honnêtement, là, je viens de la gauche, j'étais de gauche, mais je vais vous dire, qu'est-ce qui m'a, en fait, moi je me sens toujours... Je veux dire, la gauche aujourd'hui, et même il y a déjà 40 ans, ne veut plus rien dire. Pourquoi ? Parce que la gauche, par essence, elle était du côté du peuple. Elle était du côté, en tout cas, des hérités et des damnés de la terre. Enfin bon, c'est pas nouveau, et ça continue. Sauf que vous avez une génération
qui a décidé, comment dire, de remplacer la lutte des classes par la lutte des places. Ça a été ça, le tournant. C'est les années 80, c'est un peu, non? Oui, un peu les années 80. Ils ont découvert de votre ami Mitterrand au pouvoir. Oui, ils sont arrivés par l'escalier de service, ils ont découvert la vaisselle en or, ils disent « Ah là là, on reste. Par ici, The Bonne Soupe, c'est très agréable. » On reste. Et n'oubliez jamais ce qu'a dit Warren Buffett, Paul-Marie Couteau. Warren Buffett est un milliardaire américain qui possède les magasins Walmart, très grande distribution. Il a dit « Mais oui, la lutte des classes a eu lieu, les riches ont gagné. » Oui. Hélas, ou pas hélas, mais enfin... Et avec la complicité de la gauche, d'ailleurs. Bah, bien sûr. Et alors, mais pour moi, de cette gauche, alors si, juste pour terminer avec ça, pour moi, ce que j'appelle la gauche, la vraie, c'est des gens comme Orwell. Des gens comme ça, vous voyez. Ça, ceux-là, ce sont des gens qui sont restés fidèles à ce qu'ils sont et où ils étaient. Ou Christopher Lasch, ou Christopher Lasch, ou Jean-Claude Michéa. Ou Michéa, voilà, enfin, des gens comme ça. Il y a des gens, voilà. Ou les situationnistes, on va en parler. Ou les situationnistes, on va en parler parce qu'ils ont une influence sur vous. Vous arrivez en France tout de même à 30 ans, grosso modo. 25 ans. 25 ans, oui, c'est-à-dire, c'est pas difficile, vers 65. En effet, bien avant le déclenchement de la guerre civile, 10 ans plus tard, à Beyrouth. Tout à fait. Vous y retournerez quand même de temps en temps? Bien sûr, j'y retourne très régulièrement. Enfin, pas là, because Covid, je ne suis pas allé il y a 2, mais j'y retourne, j'ai des amis, et ça reste un pays très proche de moi, un pays de cœur. Qui n'est pas en bon état actuellement, n'est-ce pas? Et c'est le moins que l'on puisse dire, c'est le moins que l'on puisse dire. Je veux dire, la corruption des uns, le communautarisme des autres a tout fichu en l'air. Ça doit vous faire un pincement au cœur, non? Pardon? Ça doit vous faire un pincement au cœur. Oui, parce que j'ai vécu vraiment des années très heureuses au Liban, qui était un pays formidable, qui était un pays de douceur, d'hospitalité, de générosité. Il l'est encore. Il y a beaucoup d'habitants qui sont vraiment comme ça. C'est un pays formidable. Mais malheureusement, bon voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et personne n'était là pour empêcher la chose. Vous savez, c'est toujours pareil. Le facteur humain, il y a des gens qui savent arrêter au bord du gouffre et malheureusement, là, ça ne s'est pas arrêté. Espérons quand même que le Liban sorte de son état actuel. Qui reste francophone, malgré tout. Qui reste francophone. Mais alors, l'anglais a beaucoup gagné. Oui. Soyons clairs. C'est l'américain qui a gagné. L'américain, oui, si vous voulez. Le globish. Alors, vous arrivez en France, 25 ans, Guilleret, pour poursuivre en partie vos études. Je crois que vous avez été à Lyon. J'étais déjà journaliste. Là, j'arrive et je suis à Jeune Afrique. L'hebdomadaire Jeune Afrique. Chez Benyamin. Chez Béchir Benyamin. Absolument. Un Tunisien. Un Tunisien, c'est bien ça, c'est lui qui avait fondé Jeune Afrique, non? C'est Benyamin. C'est lui, tout à fait. Il vient de mourir à 90 ans, je crois. Beaucoup plus. Oui, ou beaucoup plus, je ne sais pas, ou 100 ans. Alors, je suis resté un an et demi. Après, bon, j'avais fait le tour et c'était pas ça. Et je suis rentré à l'Express. Donc, je suis rentré à l'Express et la France m'a fait quand même un très beau cadeau en arrivant. C'est mai 68. Que j'ai vécu pas du tout, pour moi, personnellement, comme une histoire politique, ni idéologique, mais une histoire de fête et de jouissance. Et je me suis beaucoup amusé, je dois dire. Qu'est-ce que ça veut dire, André? Je me suis beaucoup amusé. Voilà, absolument. Ça veut dire ce que l'on veut. Ça veut dire tout, ça veut dire que c'était... Mais je vais vous dire, le truc le plus important de mai 68, c'était pas les trotskistes, les gauchistes, les maoïstes, Oui, les situationnistes, je les mets à part parce qu'au moins idéologiquement et théoriquement, ils avaient une réflexion. Les autres, c'était des rigolos. Enfin, des rigolos. Sympathiques, mais des rigolos. Bon, les étudiants, les ouvriers ont fait leur truc, augmentation de salaire, ils sont retournés chez eux. Mais pendant ce temps-là, honnêtement, j'ai connu un Paris formidable. Vous imaginez, il n'y avait plus de voitures. Donc on circulait. Il n'y avait plus d'essence. On circulait, on allait, on rentrait quand on voulait, on couchait quand on voulait. Il y a des odeurs de gaz lacrymogène quand même, qui vous faisaient pleurer, non? Bon, pas grave. Ça faisait partie du folklore. Non, mais honnêtement, je veux dire, moi, je vous assure, j'ai un souvenir pendant ce mois et demi, ça a duré un mois et demi, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était extraordinaire parce qu'on parlait. On parlait. Et je vais vous dire, Paul-Marie, moi j'ai un souvenir. Ça a changé un peu la rigidité. C'est-à-dire qu'on se parlait. Regardez aujourd'hui. Oui. Regardez aujourd'hui, chacun est dans son masque. Oui. Aujourd'hui, chacun hiberne dans son préservatif. Parlons de l'expression. Je veux dire, chacun est là, dans son petit camp à soi, en disant, oh là 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 là, qui va m'agresser, etc. Je me rappelle, je vais vous raconter, en juin, donc c'était fini, De Gaulle avait sonné la fin de la récréation, on avait rouvert les stations d'essence, tout le monde est parti à la plage. Bon. Et un jour, Biajacon, voilà, etc. Et je me rappelle, Place Monge, ou de ce côté-là, et il y a une vieille dame, comme ça, qui doit avoir dans les 75 ans, et qui était là, qui est en train de pleurer.
Je me dis peut-être qu'elle a quelque chose, là je m'en vais, je dis madame ça va pas, vous êtes pas bien, ah dit madame, monsieur, non mais c'est fini, je lui dis mais qu'est-ce qui est fini? Il dit mais monsieur c'est fini, vous savez moi je vis seul, mon mari est mort il y a longtemps, je vis seul, et là pendant un mois et demi j'ai parlé à tout le monde, je parlais à tout le monde, je vais retrouver ma solitude, et elle pleurait à cause de ça, Paul Marie. Elle, son mai 68, c'était que cette dame de 75 ans, elle pouvait parler aux gens, et les gens lui parlaient. Et elle retrouvait sa solitude. C'est ça qu'on oublie. Il y a eu ça aussi. On le parle toujours en termes idéologiques. Oui, machin, De Gaulle, Benoît Frachon, la CGT. D'accord. Mais il y avait ça existentiellement, et c'est pour ça que je garde, moi, une affection certaine de mai 68 pour ce côté-là, et pas pour le côté idéologique. Sous les pavés de la plage. Oui. Et alors, nous parlions des situationnistes, parce que je sais qu'ils ont eu une certaine influence, on va le voir, sur vous. Ils ont beaucoup inspiré ce qu'il y a eu de meilleur, mai 68, et ils vous ont inspiré aussi. Il y a eu des livres fameux de Guy Debord, l'un des deux, qui vous ont sans doute... qui a lancé la Société du spectacle, c'est-à-dire, et puis quantité d'autres, Raoul Vaneigem, qui a écrit un fameux traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, qui était un truc terrible, enfin, tailler les fils des ascenseurs pour que la bourgeoisie se casse la gueule en montant les étages, enfin, c'était terrible. Et ça a eu d'ailleurs une répercussion dans toute l'Europe, en Italie, puisque je crois que vous avez plusieurs fois fait référence à un livre écrit... Oui, il y a eu en Italie, oui, il y a eu Sanguinetti, je crois. Sanguinetti sur les véridiques chances de sauver le capitalisme en Italie, que l'on croyait écrit par un industriel italien, et qui en fait a été écrit par Debord et Sanguinetti. Debord a écrit La Société du spectacle, numéro 1, numéro 2, avec des phrases terribles, parce que c'était au fond assez réactionnaire. Debord a eu cette phrase, la belle langue a disparu et ceux qui savaient parler sont morts aussi. La belle langue de mon pays, oui. Mais non mais, vous savez, Debord était... C'était des radicaux qui voyaient venir la glaciation, comme cette vieille dame. Oui, et puis on revient là au conservatisme, c'est pas ça, c'est que ces types qui voulaient vraiment tout révolutionner, mais avaient un sens aigu de la culture. Le grand, c'est que les surréalistes, je veux dire, mais les situationnistes et autres, avaient beaucoup lu. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils faisaient Debord faisait du détournement, de Bossuet, l'ode à Bernard de Clairvaux, Bernard, etc. Il a pratiqué le détournement de tous les très grands écrivains, philosophes, essayistes et tout, et il les détournait. Mais par exemple, une phrase de Debord qui reste d'une véracité formidable dans ce qu'on vit aujourd'hui, et plus que jamais. 50 ans plus tard, il dit « Dans un monde inversé, le vrai n'est plus qu'un moment du faux. » Voilà. Tout est dit, entre autres. Et nous y sommes. Voilà, et donc j'aime bien les gens qui sont, et c'était les premiers, je me rappelle au moment où tous étaient maoïstes, tous écrivains, la révolution culturelle extraordinaire. Donc en 66, je me rappelle 67, je venais d'arriver, l'international situationniste publie une chronique sur la Chine en disant que la révolution culturelle c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire, c'est l'affrontement de deux bureaucraties, celle de Mao Tse-tung et celle de Lin Piao. Ils avaient montré cela. Oui, c'était aussi autre chose. J'en parle parce que cette révolution culturelle, nous la vivons nous. C'était aussi l'abolition du passé. C'est aussi la volonté de couper les racines. Du passé, faisons table rase. Oui, c'était un peu l'obsession de Mao, casser les racines de la vieille Chine et créer un homme nouveau. C'est ce qu'on est en train de faire, de casser nos racines autant que possible, d'oublier le vieux monde, y compris la belle langue. Je ne sais pas si ça marchera, on verra, mais je crois... nous sommes là pour que ça ne marche pas, le nouveau conservateur est fait pour ça, mon cher André, là je ne peux pas ne pas relever l'occasion. Vous avez raison, et de ce point de vue, je vous appuie, mais on va reparler de ça. Mais vous aimez le mot conservateur ? Alors j'ème le mot conservateur. Je ne sais pas si vous êtes conservateur. Vous l'êtes à bien des égards, hein, mais oui, mais quoi du mot ? Alors je vais vous dire alors je veux pas du tout, parce que j'ai beaucoup de sympathie et pour vous évidemment et pour ce que vous faites et le nouveau conservateur, mais je trouve que c'est un mot hémiplégique.
ou unijambiste. Je m'explique. Je suis totalement pour la conservation de tout ce qui est beau, de tout ce qui est valeur, de tout ce qui est cela. Je vous parlais de certains restaurants qui datent d'il y a un siècle, dont on détruit le décor et c'est un crime. Donc, de ce point de vue, je suis conservateur et enfin, je ne parle pas des je vous coupe, mais excusez-moi. Je vous ai vu bouleversé parce que vous êtes allé un jour dans un restaurant où nous avons déjeuné ensemble il y a une dizaine d'années, qui était très beau, proche de l'Opéra. On ne va pas citer son nom par charité chrétienne ou pas. Et il a été entièrement rénové. Ça vous a bouleversé. Je crois que vous avez engueulé tout le monde. Non, mais je vais vous dire pourquoi. C'est très intéressant, on peut le citer, c'est le Grand Café des Capucines, boulevard des Capucines, près de l'Opéra. À côté de l'Opéra. On ne peut pas le citer. Et il avait un décor Art Nouveau, Art Déco, et c'est dans ce café qu'avait été projeté le premier film d'animation, l'entrée en gare de la Ciotat des Frères Lumière. Ils avaient fait la première projection là, et il y avait ce décor magnifique. 1900, totalement. 1899, 1900. Et un jour, je vais là-bas, ils avaient fermé pour rénovation, bon, très bien, ok, je me dis, ils vont rénover, j'entre là-bas, et je vois tout détruit, ce décor, et avec une espèce de machin globiche qu'on voit un peu partout, et grotesque. Et je me rappelle, je leur ai dit, écoutez, je ne remettrai plus jamais les pieds chez vous. Et ça, je suis totalement conservateur sur le fait, mais ça vaut pour tous, de se dire que ce qui a été bâti, je dis bien au point de vue des idées, de la littérature, de l'architecture, de la culture, des cathédrales, des arbres, enfin, et tout va ensemble, et c'est un crime de laisser mourir cela. Mais le mot conservateur. Mais le mot conservateur, juste, pas me gêne, mais je pense qu'il faut passer. Ça ne veut pas dire. Alors, mais je ne veux pas qu'on conserve aussi les conneries du passé. Comme si je disais, par exemple, voilà, je sais que c'est pas votre cas, c'est pour ça que j'en parle. Que c'était bien quand les femmes n'avaient pas le droit de vote. Je veux dire, il y a aussi... Alors, je ne dis pas qu'il y a des conservateurs comme ça. Vous êtes sûr que c'est pas mon cas? Je ne suis pas sûr. Non. Je suis sûr que c'est votre cas, d'ailleurs. Non, mais, si vous voulez, c'est pour ça que, pour moi, le mot conservateur devrait être accolé, non pas progressif, c'est comme les progressistes. Les crétins qui disent du passé faisons table rase, c'est vraiment le dernier neurone qui se bagarre avec l'avant-dernier. Mais, en revanche, dire que, attention, conservons tout, ne changeons rien, ne veut rien dire non plus. Je vais vous dire, pour moi, ce mot est intéressant parce que il est le réceptacle de tout ce qui peut résister au totalitarisme. Il a une nouvelle acception, qui n'est pas du tout l'acception du XVIIIe, et conservateur, ce qui tente d'échapper au totalitarisme moderne. Ou techno-progressiste, vous voyez, technicien. Oui, alors ça je suis d'accord là-dessus. Absolument. Voilà, alors je préfère faire avec la revue. Je sais que vous le faites, et je préfère cela, non, parce que si vous voulez, je trouve que les termes conservateurs et progressistes, tels qu'ils ont été dans leur acception et dans leur antienne habituelle, me gênent autant l'un que l'autre. Les progressistes, évidemment, qui vont vers le woke, la cancel culture, le genre, et toutes ces espèces de calambredins imbéciles, qui ne servent qu'à une chose, ce sont les idiots utiles du capitalisme mondialisé, parce que le capitalisme mondialisé a très bien compris qu'il fallait faire du marketing par segmentation, donc vous êtes LGBTX+, et on y va. Donc, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est trouver l'équilibre entre ce qui amène quelque chose et l'équilibre entre... Mais vous savez ce que c'est en faux? C'est la question de la culture. Et la vraie question qui est posée, c'est quel rôle doit jouer la culture. Les gens à qui on dit la culture ça sert à rien, c'est ça le totalitarisme. Le totalitarisme, la culture étant compris comme l'ensemble des passés légués. Et de meilleurs, en réalité, de ce qui a surnagé au fil des siècles. Mais la culture, oui, mais alors elle devient extrêmement... Alors il faut faire attention que la culture aussi, et je me rappelle, je discutais avec Didier Raoult là-dessus pour la science, il dit, n'oubliez pas qu'à un moment donné, il faut sortir des passages cloutés. Si vous voulez découvrir des choses, et c'est vrai, que ce soit Montagnier, que ce soit d'autres, ils ont découvert le virus du sida parce qu'ils sont sortis. Voilà.
Et donc, si vous voulez, alors que les conservateurs, il faut que vous laissiez la place Vous à ceux caricaturez qui... un peu votre ami, mais pas tellement. Bah, écoutez, il y a des gens qui sont un peu figés dans leur... Chateaubriand, fondateur du conservateur 1818, il n'était pas vraiment figé. Il voyait assez loin aussi. Oui, Bon. mais alors ne me choisissez pas Non, que les mais- génies. Hein. N'oubliez pas ce que disait Aragon, le propre des génies est de fournir des idées aux crétins 20 ans plus tard. Oui, Donc bien. il faut faire attention à ça. Allons-y. Non, mais alors, on est d'accord. il faut dire que vous êtes un peu progressiste. Quand vous arrivez en France, vous entrez assez vite à l'Express. Oui, exact. Et l'Express, à l'époque, c'était assez à gauche dans les années... Écoutez, c'était Servan-Schreiber et Giroud, qui étaient, en tout cas, d'excellents journalistes. On peut penser ce qu'on veut. C'était l'époque, alors moi je suis arrivé donc juste après 68, après mai 68. C'était donc l'époque, si vous voulez, c'était De Gaulle, enfin la fin de De Gaulle en tant que tel, et Pompidou et compagnie. Oui, on peut de gauche, oui, mais d'une gauche déjà très assagie. Ce n'est pas une gauche marxiste. Si je vous disais loin de là. Mondaine, ça ne vous plairait Pardon pas. Si je vous disais Mondaine... Oui, ouais, Mondaine. Enfin, François Giroud, que vous avez bien connu, qui vous recrute, si absolument, j'ai bien absolument. compris. Excellent professionnel, mondaine comme tout le monde. Vous savez, les journalistes sont tous pour moi, enfin ceux qui quand je dis mondains, ils fréquentent Grouille, l'establishment. grenouille et scribouille, comme disait Pardon, le général. voilà, Tout ce qui voilà. grouille, grenouille et scribouille. Voilà, et c'est surtout, vous savez, passe-moi le séné, je te donnerai la rhubarbe. Hein. Et puis voilà. Bon, ça aussi, de belles années. Très belles années. Très belles années parce que les années 70, au-delà de l'Express, mais c'est vrai d'abord que, alors je vais vous dire, j'ai découvert la France pour ça. J'étais à la brique littéraire au début, mais ça est resté 1 an. Ça m'a permis de rencontrer des gens assez formidables Quelques comme écrivains. Salvador Dali, que j'ai interviewé au Meurice. Magnifique Dali. Ensuite, j'ai fait reporter société. Et là, c'était les années 70. Toujours à l'Express. Toujours à l'Express, et j'ai eu la chance, franchement, alors, j'ai eu beaucoup de bonheur de découvrir toute la société. C'était les hippies, c'était les grands voyages, et vous savez qu'à l'époque, le journalisme, ils avaient des moyens. Je suis parti 4 mois pour suivre la route des routards. Je suis parti par la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan, tout ça, j'ai visité jusqu'à Katmandou. Mais en moto, en voiture? En voiture, en moto, en avion, partout. Je suis parti 4 mois. L'Express m'a payé 4 mois de reportage. Vous voyez, c'était pas mal. Il y a plus, c'est plus. Aujourd'hui, un coco, ça fait 24 heures que t'es parti. Rentre avec un papier, oui. Rentre avec un papier, il prend Reuters à l'AFP, et il essaie de faire ses petits débris. Et les pauvres, et c'est pas leur faute. C'est voilà. Parce que le journalisme a été bouffé par les contrôleurs de gestion. Faut jamais oublier ça. Hein. Le tableau Excel est l'horizon indépassable de notre temps. Du temps du Sartre, c'était le marxisme. Aujourd'hui, c'est le tableau Excel. Bah oui. Et la rationalité, et la rentabilité. Oui, pas de rationalité. Rentabilité, vous avez raison, c'est encore autre chose. La rationalité technicienne, oui, on voilà, peut dire. technicienne, je suis Une d'accord. certaine rationalité. Et donc, ça a été, honnêtement, c'était tout là. Alors, sex and drugs and rock'n'roll, mais c'était très, très intéressant, avec aussi un renouveau de la culture du théâtre. C'était Ariane Nouchkine, c'était tout ça, c'était incroyable, le théâtre du Soleil. C'était franchement... Le foisonnement des années 70. Voilà, le formidable foisonnement des années 70 qui a été énorme. C'était encore les 30 Glorieuses. Hein. C'était la fin des 30 Glorieuses. Et alors quand même, vous êtes devenu assez vite, je crois, à 30 et quelques années, un indépendant, comment on dit, Tout à fait. J'ai quitté l'Express. un freelanceur. Oui, parce que je sais pourquoi. J'avais En fait franglais. le tour. Et moi, j'ai un problème qui n'est pas d'ailleurs toujours à mon avantage. Je déteste la routine. Je déteste la routine. Dès que quelque chose s'installe, j'étais très bien à l'Express, honnêtement, et matériellement, et du point de vue journalistique, formidable. Puis ça faisait 7 ans que j'étais là. J'ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je suis rentré à ce moment-là dans l'édition. C'est-à-dire, j'ai quitté l'Express, je suis rentré en édition chez Belfond, puis chez Robert Laffont. J'ai fait beaucoup d'éditions. Publié, pas mes livres, mais les livres des autres. C'était passionnant aussi. Et voyager. Voilà. Ça, le voyage, ça vous tient. Hein. Ah, le voyage, ça vous tient. Je vous ai plusieurs fois cherché au téléphone. Un jour, vous êtes aux Bahamas. Un autre, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis les Bahamas. Non, mais j'ai fait surtout, Paul-Marie. Je suis parti. Tropique. Très. Non, mais j'ai eu une vie très dure. Hein. J'ai souffert sous l'occupation.
Non, Même pas. Même pas, non, mais c'est de On a plaisanterie. le droit d'avoir une vie heureuse. On ne peut André. plus. Mais absolument. On a le droit d'avoir mais une vie absolument. heureuse. Et sans aucune culpabilité de ce Oui, point de mais bien vue-là, entendu. franchement. Après tout, c'est bonheur n'est pas un notre crime. jus de crâne qui l'ont fait, et puis voilà. Mais j'ai aussi, vous savez, c'est pour ça que quand vous parlez de voyage, non, j'ai fait un tour du monde passionnant pendant 1 an et demi, des grands hôtels mythiques du monde. C'était passionnant. J'ai fait un livre chez Fayard qui s'appelle Les Mémoires des Palaces. Oui, j'ai vu ça, oui. Et je suis parti parce que les hôtels, c'est un peu la feuille de température de leur ville. Vous savez, tout s'est passé là. Et je vais raconter une histoire parce que comment c'est venu. J'avais, comme tout le monde, envie de faire un tour du monde. C'est Je une dis, bonne oui, idée, parce qu'on fait le tour du monde de palace en palace, c'est pas c'est trop pas mal, oui. c'est pas mal. Et je dis, mais je trouvais une idée, mais quoi? Non, mais honnêtement. Et j'étais, je me rappelle, à la Mamounia de Marrakech. Et à la Mamounia, il y a un petit couloir où il y a les photos des films qui ont été tournés là-bas, de Hitchcock, L'homme qui en savait trop, Orson Welles, Casablanca, je crois, etc. non Pardon? Casablanca n'a pas été tourné à Non, Marrakech. Casablanca est tourné dans un studio. Ah bon? Imaginez-vous, ah Je oui, me trompe, tout pardon, entièrement dans un studio. Casablanca, États-Unis. c'est le Je seul tombe film mal, de je fiction tombe mal. fait, ouais. C'est bon. Non, mais... Et alors, je tombe. Pourquoi je vous raconte ça? Sur une photo du général de Gaulle avec un cigare double Corolla. Or, ça n'existe pas. Photo de Gaulle avec cigarette, il y en a 400 000. Et je tombe sur... Vraiment, je me rappelle, de Gaulle avec son képi, et à la bouche, cigare. Bien, un vrai, c'est un gros. Alors, je vais voir le directeur, j'ai dit, attendez, c'est quoi cette photo? Incroyable. De Gaulle avec un cigare, personne n'a. Et en fait, il y a une photo, c'est Roger Théron. Là, c'était une copie, et Roger Théron, c'est l'ancien directeur de match, avait l'original. Et le directeur de la Mamounia avait dit, mais monsieur, ça a été pris dans les jardins de la Mamounia. J'ai dit, comment ça? Et il me raconte, conférence de Casablanca, Churchill, Roosevelt, De Gaulle. Et Churchill dit à De Gaulle, vous connaissez Marrakech? De Gaulle lui dit non. Ah ben, je vous emmène. Ils sont partis 48 heures, 3 jours à Marrakech. Ça, oui. Il dîne là-bas, et De Gaulle lui offre un cigare. Et là, je me suis dit, attends, il faut raconter ça. C'est formidable. Toutes les histoires qui se sont passées dans les hôtels avec les hommes politiques, les stars. Et j'ai eu, je vous assure, des histoires incroyables. Incroyables. Je découvre à l'Alphonse XIII de Buenos Aires, qui me fait voir les archives. Je vois les archives, et sur quoi je tombe? Louis Jouvet et sa troupe. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, Louis Jouvet? Ah, il me dit, mais monsieur Jouvet, Oui, quand il y a eu l'occupation, a quitté. Il était en Amérique du Sud. Et l'Alphonse XIII a un théâtre, et donc il jouait au théâtre de l'Alphonse XIII à Buenos Aires. Dans l'hôtel. Dans l'hôtel, absolument. Avec sa troupe. Et des histoires comme ça, j'en ai eu des foultitudes, vous voyez. Mais moi, honnêtement, je vais vous dire une chose quand même, parce que beaucoup de gens croient qu'on... Moi, j'ai très peu fréquenté de politique, Paul Marie. Très, très peu, en fait. Vous en connaissez sûrement beaucoup plus que moi. Très sincèrement, là, ça a été Mitterrand, ça a été par le hasard de l'amitié avec Attali. Mais je n'ai pas du tout fréquenté... Alors, j'ai connu Hollande, mais c'est le même canal. Parce que Hollande était à ce moment-là à l'Élysée. Mais honnêtement, si on me dit, mais tu connais combien? Je connais pas grand monde. Mitterrand, quand même, c'est quelque chose de connaître Mitterrand. Je ne sais pas à quel degré vous l'avez connu, mais c'est un homme qui force l'attention. C'est un animal politique formidable. Je l'ai pas bien connu. Non, je l'ai connu, je l'ai rencontré dans quelques dîners. Je l'appelle pas ça connaître. Mais il avait d'abord une incroyable culture. Je l'ai vu réciter des poèmes de René Guy Cadou, que peu de gens connaissent, hein, j'imagine, Certes. Barker, etc., puis d'autres. Et puis, il avait un instinct incroyable de la situation. Il sentait les gens, alors il savait évidemment, il manœuvrait de façon incroyable, d'ailleurs on l'a vu, comment il manœuvrait, regardez comment il a plumé la volaille communiste, comment il s'emparait du Parti Socialiste. Après avoir plumé la droite, divisé, absolument. Mais asséché. c'est parce que le Parti communiste et la droite étaient des gallinacés qui ne demandaient qu'à se faire plumer. D'ailleurs, ça continue. La tradition du gallinacé reste extrêmement vivace dans ces vieux partis. Regardez où est le Parti socialiste aujourd'hui et les républicains de l'autre. Enfin bon, ça va vite. Non, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait un sens extraordinaire de la stratégie et de l'opportunité. Et je vais raconter une histoire qui dit tout. Enfin, qui dit tout. Qui est une petite histoire. Un jour, on se retrouve, effectivement, je peux la raconter, voilà, chez Attali, donc à un dîner. Et je me rappelle, il y avait Fabius et sa femme. Il y avait donc Mitterrand et sa femme. J'étais avec une amie, Attali et sa femme, et il y avait Coluche. C'était un an, donc le premier septennat, c'était 1 an ou 2 ans avant la mort de Coluche, qui n'était plus avec sa femme, qui était avec une espèce de grande bringue qui s'appelait la Grande Fred, je me rappelle, je me restais. Et donc on est là, 8 personnes, on parle, donc...
président de la République, qui raconte l'histoire, formidable raconteur d'histoire, et à un moment donné, Fred, la grande bringue, dit « Monsieur le Président, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Je ne suis absolument pas d'accord avec vos politiques agricoles. » Alors, on se regarde, Mitterrand dit « Ah, mademoiselle, ça m'intéresse, en quoi n'êtes-vous pas d'accord avec ma politique agricole ?» Il dit « Je vais vous le dire, mais auparavant, et je me rappellerai toujours, ça mérite toute ma vie, elle plonge sa main dans le sac qui est en bas et elle sort, pas un joint, mais un chewing-gum, vous voyez, un joli cône de bon petit marijuana, mais attention, 20 cm. Et là, je vois mon Fabius décomposé, Attali au bord de l'infarctus, tout se regarde, là, c'est le président de la République quand même. Et même Coluche lui dit, arrête Fred, arrête. Et elle l'allume, elle fait comme ça, et le tout dure, vous voyez, dans un silence absolument de mort. Et elle fume et elle dit, Monsieur le Président, est-ce que vous fumez? Et elle lui tend le joint. Chiche. Et là, c'est là où Mitterrand, je dis parce que c'est vraiment... Il dit, merci mademoiselle, je ne fume pas, sans lui dire comment, mais je suis président de la République, vous me prenez pour qui, vous m'offrez un joint, scandale, pas du tout. Il dit, je ne fume pas mademoiselle, et au lieu de la lui rendre, il le tend à sa voisine de droite. Et donc, comme un bâton merdeux, le joint a fait le tour de la table, évidemment, personne n'ose... La patate chaude, absolument, même Coluche, tu vois, et Mitterrand, parfait, c'est ça. Il voulait voir comment les gens réagissaient. Et les gens étaient tétanisés, enfin bon. Et donc, le truc fait le tour de la table et arrive donc à la fille, qui reprend une bonne bouffée, elle, même Coluche disait, et Mitterrand lui dit, alors mademoiselle, la politique agricole. Il dit, écoutez, je me souviens plus, mais je vous le dirai plus tard. Voilà, c'est Mitterrand. Et je vous donne cette petite anecdote de rien, mais ça dit exactement comment ce type stratège, comment calcule son truc, et vous voulez regarder comment la situation... Il met le bordel, petit bordel, et voir comment les gens vont réagir. Ça, c'est Mitterrand. Manipuler les gens, il savait faire. Formidable. Vous avez cité un nom, François Hollande. Lui, vous avez mieux connu, non? Oui, je l'ai bien connu. Oui. Parce que quand j'écrivais Caton... il vous a doublé, j'ai demandé quelqu'un, pour les chiffres économiques, je ne suis pas économiste, et il m'a aidé pour les chiffres. Et il était à l'époque, effectivement, à l'Élysée, et je vous raconte une histoire que j'ai déjà racontée, mais elle est assez belle. Nous aimons les histoires, allez-y. En 88, c'est le second septennat, donc, et j'écris un livre pour les éditions Robert Laffont, qui s'appelait « Comment acheter votre prochain président de la République sans risque ». Et je comparais les candidats à des voitures. Vous voulez pas le rééditer, là, ça? Oui, il faudrait. C'est-à-dire voiture, fabrication, alors il y avait Le Pen, Rocard, Delors, Chirac, tout le monde, enfin tous les gens, il y a eu 8 à 10, évidemment Mitterrand et tout ça. Donc, et je disais simplement, voilà les défauts de fabrication qu'on pense, voilà qui sont les fabricants. Maintenant, je vais vous dire la grande différence, le produit n'est ni remboursable ni échangeable. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Bon. Et je vous rappelle, je discute avec Hollande, qui me dit, avec qui tu as? Et je lui dis, voilà, j'ai tel, et puis j'ai Delors, Rocard. Il me dit, tu sais, je connais très bien Rocard et Delors, parce qu'ils faisaient partie des transcourants, tu sais, l'époque de Delors. Oui. Et il me dit, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux m'aider? Parce que moi, je les connais pas. Je vous dis que je connais honnêtement peu d'hommes politiques. Alors, il me dit, moi, je veux bien. Et en fait, le seul nègre que j'ai eu dans ma vie, c'est François Hollande, qui a fait 2 chapitres entièrement écrits de sa main, pour mon bouquin sur les présidentielles, voilà, qui sont entièrement écrits par François Hollande. Alors, il vous a rendu un autre service, mais pour ça, il faut faire un détour. Vous prenez, je ne sais pas pourquoi, vous allez nous expliquer, le pseudonyme de Caton. Oui. Pourquoi un pseudonyme? C'est Jacques Attali qui vous a demandé, je crois, d'écrire un livre en vous coulant dans un personnage giscardien de droite. Alors non, alors ça c'est moi. Non, j'ai détourné la commande. La commande. Jacques Attali m'a dit, écoute, vous savez, on est dans les années 82-83, là, les premières années de Mitterrand. Et j'avais écrit en 77 déjà un best-seller sous le pseudonyme de Philippe de Comines, qui s'appelait Les 180 jours de Mitterrand. Oui, c'était vous aussi, Philippe de Comines? Absolument, c'était moi. Absolument, Philippe de Comines, c'était moi. Vous nous direz combien vous en avez eu comme ça de pseudonymes? Je ne savais pas beaucoup, Caton, j'ai appris. J'avais acheté Caton, mais je ne savais pas que je rencontrerais l'auteur un jour. Et c'était en 78, ça, et c'était au moment où on pensait, enfin 77, que la gauche allait gagner les législatives. Et donc on pensait, Giscard avait admis la cohabitation, rappelez-vous, 78. Donc je me suis dit formidable, et on s'est dit avec Belfond, on va faire les 180 jours de Mitterrand, les 6 mois
C'est-à-dire, la gauche gagne, Mitterrand devient le Premier ministre de Giscard. Voilà. Les premières cohabitations qui n'ont pas eu lieu finalement. Voilà. Et ça avait eu un succès incroyable jusqu'à la rupture du programme commun. J'en ai vendu 150 000 en un mois et demi. Très bien. Pour vous dire. Très bien. Tout le monde avait ou peur ou espoir que la gauche gagne. Quand le programme commun s'est rompu, le livre c'était fini, mais on s'est amusé. On avait fait le gouvernement de Mitterrand sous Giscard. Et je suis assez fier que 4 ans avant 81, puisqu'il a été écrit en 77. Ça a été confirmé. J'avais à la moitié des ministres étaient à leur poste. Et j'ai fait la fortune d'un d'eux. Je vais vous dire le qui. À un moment donné, on arrive, on fait ministre de la Culture. Et Belfond me dit, on veut mettre Jacques Ralit. Et j'ai dit, mais non, on met Lang. Et Lang, à l'époque, était... C'est pas vous qui avez eu l'idée de créer Lang. C'est moi, j'avoue. Que ça a une certaine importance par la suite. Et je vous assure, alors je sais pas, il me dit, je te dois mon truc. Enfin, alors, je lui dis, et j'ai dit Jacques Lang. Et je me rappelle, mon éditeur me dit, mais Jacques Lang, mais c'est ridicule. Qui était un homme de théâtre de Metz à l'époque. Qui était à Chaillot, oui, qui était à Nancy. Non, il était déjà à Chaillot, hein. Oui. Mais il me dit, mais enfin, je dis Lang, c'est ridicule. Je dis, écoute, mettons Jacques Lang, voilà. Et 4 ans après... C'est Jacques Lang. Voilà. Non, mais... Et là, si vous voulez, donc, Attali me dit, écoute, Mitterrand avait adoré ton livre, est-ce que tu veux pas faire un livre de politique-fiction? Il y avait les municipales en 422, 423. 83. Et je lui dis, écoute, moi, refaire politique-fiction, je déteste refaire les mêmes choses, laisse-moi réfléchir. Et c'est là où j'ai pensé, alors c'est vraiment mon idée, à l'aristocrate de droite ou le hiérarque de droite, giscardien ou autre, qui regarde passer la gauche. Et qui s'affole. Et qui non. Non, il ne s'affole pas. Il dit, la gauche va épouser et gérer le capitalisme aussi bien que nous, et nous allons ramasser les morceaux. Et c'est ce qui s'est passé. Prémonitoire. J'ai dit vraiment ça. J'ai dit, mais écoutez, ne vous inquiétez pas. Ça s'appelle de la reconquête. De la reconquête, exactement. Et vous voyez, 40 ans avant Zemmour, ça. C'est bien vu. Non, mais c'est drôle. Là, ça vraiment. aussi. C'était drôle. Et donc, si vous voulez, non, mais ça, oui, ça là. Et donc, j'ai écrit ce livre en pamphlet, en disant, mais attendez, les gars, mais ces braves gens, c'est les nouveaux riches, ils sont contents. Et j'ai raconté, c'est là où j'ai donné la lettre de Chartres demandant aux gaullistes, vous vous rappelez, de voter. Gaullistes de gauche, demandant à Jacques Chirac, président du RPR à l'époque, de faire voter, ce qu'il a fait d'ailleurs, en faveur de Mitterrand. Ce que Chirac a fait d'ailleurs. Cher compagnon, il faut voter Mitterrand. La lettre était adressée au RPR, aux membres du RPR. C'était donc en 81, oui, enfin quelques mois avant, et il y avait eu le dîner secret Mitterrand-Chirac. Vous le savez, enfin bon, où ils se sont partagés les trucs. Et ils croyaient que Mitterrand, je pense qu'ils croyaient ça, je ne sais pas. Enfin, j'ai raconté tout ça. Et le livre, ils pensaient que Mitterrand ne tiendrait pas. C'est ça. C'est ça. Et ils en ont pris pour 15 ans. Et même beaucoup plus. Peut-être même pour 30 en fait. Peut-être, exactement. Et en fait, le livre sort, donc Caton. Et là, honnêtement, pendant 1 an, ça a été incroyable, parce que tout le monde se demandait qui était Caton. Il y avait 3 personnes dans la confidence. Et je dois dire que quand vous êtes quelque part à un dîner parisien et qu'on parle de vous sans qu'on sache que c'est vous, c'est quand même une volupté de fin gourmet. Avec quelquefois des critiques, non? Ah mais, non. Alors le truc, c'est qui c'est? Et alors des journalistes chevronnés, dont je ne voudrais pas le nom, et ils disaient, je suis sûr que c'est un tel, mais je vous le dis sous le boisseau. Je sais que c'est tel. Alors il dit, par exemple, il disait, alors moi je dis, ah bon, c'est qui? Ah ben c'est clair, c'est Catherine Ney, elle-même Chalandon. On a dit ça. Ah bon, on a dit ça. Ah ben Catherine Ney, ça commence par 4, Chalandon, ça finit par on. 4 on. Ah ben bien sûr. Ah mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est vous qui aviez choisi Caton pour Caton, justement. Voilà, c'est subtil. Ah oui, alors certains disaient Caton. Mais vous savez pas, ils ont fait une boîte ils ont cru que c'était... comment il s'appelle? Un type de chez Barre. Ils ont pensé à Michel Jaubert. Et alors, le rigolo chez Michel Jaubert, je vous racontais, il y a des journalistes qui ont appelé Michel Jaubert. Et ils disent, on sait maintenant Caton, c'est vous. Et il n'a pas dit non. Il a dit, je ne sais pas. C'était je sais pas quoi. C'était un de ses collaborateurs, d'ailleurs, pour la petite histoire. Ah ouais. Donc voilà, enfin bon, c'est une histoire. Et Hollande m'a aidé pour les chiffres. C'est ça, et Hollande, il vous a aidé à un second titre ensuite, je voulais y venir. C'est comment... Parce que comment relancer un livre quand l'auteur ne veut pas paraître? Ça a été un problème pour Romain Gary, par exemple. C'était le même livre où Hollande m'a servi de truchement à Europe 1 et à France Inter. Et alors, donc, France Inter invite l'auteur, demande à la maison d'édition, je suppose. Bien sûr, parce qu'il ne fallait pas qu'on le voie. Et donc, vous demandez à François Hollande, qui donc était dans la confidence, d'aller, je crois que c'était France Inter ou Europe 1, c'était France Inter, et il parle au téléphone, et il dit nous autres gens de droite, etc. Ah, le truc a circulé partout, on peut l'avoir.
Il y a le sonore de François Hollande, dit nous autres de droite, nous avons compris que, etc. C'est le début quand même de cette période où la droite se faisait balader, elle s'est fait pulvériser. Ah oui, c'était assez drôle. Oui, elle faisait vraiment. La droite de gouvernement, ils ne savaient pas où ils étaient. Mais vous savez, le grand complexe de la droite qui continue encore, c'est qu'ils disent oui, mais la gauche a les valeurs, alors comment on l'est? Maintenant, ça change. Ça a changé. Est-ce que ça change vraiment? Oui, je crois l'état que de la oui. droite aujourd'hui, faisons un petit saut provisoire Oui. dans le présent. Ben, bien sûr. La droite ne s'est jamais remise de quoi? La fin du gaullisme, voulu par Chirac, des connivences de Chirac avec la gauche, de la fabrication par Mitterrand qui savait mener les hommes Très fort. Du Front d'un National. miroir aux alouettes devenu repoussoir universel, le Front National, qui a cassé la droite. Vous avez assisté à ça, vous avez compris la manœuvre de Mitterrand à ce Écoutez, moment-là. juste un mot là-dessus, c'est important. Paul-Marie Couteau, c'est très simple, et Mitterrand, c'est un maître orfèvre en la matière, pratiquement à 2 mois d'intervalle, il oblige François-Henri de Virieu de prendre Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité. L'heure de vérité. Qui fait sa première émission. Virieu était Devant des furieux d'ailleurs, j'ai entendu Virieux dire j'étais opposé à mais l'invitation. Mitterrand lui a dit vous prenez Le Pen, il n'y a pas de raison. Et Jean-Marie Le Pen se retrouve catapulté à une des plus grandes émissions. À l'époque, il y avait 2 chaînes ou 3. Hein, il y avait, voilà. Bon, donc ça, et 2 mois après, il crée SOS Racisme. Mitterrand. Pour contrebalancer et toujours. créer le débat et neutraliser. Et le repoussoir, etc. Neutraliser et même diaboliser ce parti qu'il venait de créer. en Et tout la cas, droite pousser. s'engouffre là-dedans comme... Chirac comme un voilà. imbécile. Philippe Muret appelait ça les mutins de Panurge. Putain de Panurge. Vous avez connu Philippe Muret ou... Hein, non. Non. J'aime beaucoup ses livres, je ne l'ai pas connu. Non. Hommage à Philippe Muret. Alors, vous continuez à regarder, voilà, je crois, aujourd'hui avec beaucoup d'attention la question de la destruction et de la reconstruction de la droite, non? De quel œil la regardez-vous? Restons un Alors, peu je vais dans vous cette dire, séquence je crois que le problème, 84-2022. tant qu'il est posé comme ça, je crois que ce problème est insoluble et que la droite se fera toujours cocufier, comme la gauche d'ailleurs. Je crois que vraiment il faut revenir non pas à De Gaulle, mais moi j'aime beaucoup quand De Gaulle disait la France c'est ni la droite ni la gauche. Oui. Ce n'est pas la gauche la France, ce n'est pas la droite la France. Oui, ça. Fondamentalement, tant qu'on sera dans ces espèces d'étiquettes, je ne dis pas qu'ils sont fausses, mais qui ne veulent plus rien dire au moment où vous avez tous embrassé l'économie de marché et la mondialisation, à tort ou à raison. Et l'Europe. Et l'Europe, etc. Et l'OTAN. On sait très bien C'est la aujourd'hui, politique et on étrangère l'a qui dit, domine tout. et je n'invente rien, ça fait 10 ans qu'on le dit, 15 ans de lundi, quand Goodhart dit the man from anywhere and the man from somewhere, c'est-à-dire le problème des gens qui sont de partout et les gens qui sont de quelque part. Et les gens qui sont quelque part, c'est comme Brassens disait, il n'y a que les imbéciles qui sont de quelque part. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a aujourd'hui une mondialisation et des gens qui veulent rationaliser de partout en disant, écoutez, c'est pas un complot, c'est pas des gens qui se réunissent comme ça. Des gens qui disent, écoutez, voilà, on est 7-8 milliards, faut rationaliser tout ça. Alors voilà, c'est de Davos à Bill Gates, en passant par énormément de gens. C'est fini, tout ça, là, arrêtez le truc. On est tous à les mêmes besoins. Et nous, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. La naissance absolue du camp du bien. C'est-à-dire que c'est très bien quand vos parents vous disent ça et que vous avez 3 ans et demi. Après, c'est un peu plus embêtant. Donc l'idée, c'est le camp du bien. On sait ce qui est bon pour vous. On va vous mettre ce qu'il faut. On va vous l'empêcher de crever de faim. Et puis pour le reste, que ce soit vaccin, implant, ceci, ça, on rationalise. On modélise, on rationalise. Et puis, alors après, vous pouvez être ce que vous voulez. Vous voulez être LGBT, vous voulez être... pas de problème. On crée un marketing de la segmentation, on fait. Ça, c'est un plan. Et puis d'autres qui disent, ah non, moi, il y a quand même un passé. Et là, on revient à ça, une civilisation. Il y a des valeurs, il y a des choses. Moi, je veux bien, je suis ouvert au monde. Il y a des permanences aussi. Là, exactement. Et donc, moi, j'ai envie d'être moi-même, mais moi-même, ouvert. Je ne renie aucune de mes origines, religion ou ethnie, mais il y a un certain nombre de choses qui fondent une civilisation. Et c'est... Au-delà de ça, c'est Fukuyama, fin de l'histoire, contre Fukuyama, c'est ça, contre Huntington, choc des civilisations. Voilà, Huntington a incontestablement eu raison. Alors après, il faut aller plus loin. Donc, on est à là. C'est pour ça que ces notions de droite ou de gauche, si on en reste là, sont totalement inopérantes. Alors, pas dans le langage politique, pardon de vous faire cette objection, mais c'est un point auquel je tiens. Parce que l'analyste, quand même, de la vie politique française que vous êtes,
savait bien que sous la Ve République, c'est à ça que correspond le mot droite et gauche, où tout est décidé par l'élection présidentielle, à partir du moment où elle est à deux tours, se constituent nécessairement deux blocs, puisqu'au second tour, il n'en reste que deux. Et il y a toujours, même De Gaulle qui disait la France c'est pas la droite, c'est pas la gauche, en 65, il a bien compris qu'il était en face de Mitterrand au second tour, donc il était à droite. Voilà. Oui, mais ça ne tient plus. Si, à mon avis, ça tient. Et c'est un grand problème, par exemple, que je n'ai jamais vu. Attendez, excusez-moi, où sont les deux blocs aujourd'hui? Qui étaient les deux blocs? Je n'ai jamais fait comprendre ça à Marine Le Pen. Mais oui, mais Marine Le Pen, elle n'a rien compris. Oui, elle n'a pas compris en tous les cas cette règle. C'est pas métaphysique cette question de droite et gauche. Alors on le peut en philosophant beaucoup. Ce que vous voulez dire, mais il faut rassembler son camp. Et le camp, c'est toujours d'un côté, grosso modo, les progressistes, de l'autre côté, les conservateurs. Même si vous récusez ce terme, on peut l'utiliser. Ou les mondialistes, qui sont les progressistes, parce que tout va vers le monde infini. Et les souverainistes ou les patriotes. Et les souverainistes et les patriotes, quels que soient les mots. Il y a toujours une réminiscence, une reformulation de la droite et de la gauche. Et ceux qui ne comprennent ça, pas ça, qui, vous voyez ce que je veux dire, et qui se présentent à l'élection présidentielle, échouent toujours. Parce qu'on ne réussit que si on constitue son camp, de sorte qu'au second tour, on a un bloc qui peut approcher les 50%. Vous me direz, Marine Le Pen vient de faire 41%. Mais il lui manquera toujours l'autre droite à laquelle non seulement elle n'a pas su tendre la main, était pareil pour Jean-Marie Le Pen, mais qu'elle a récusé. Et résultat, à un moment ou à un autre, le plafond de verre, c'est ça. On n'arrive pas à dépasser 50% parce qu'on n'a pas réuni tout son camp. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Vous n'avez pas l'air très persuadé. Non, pour une raison en tous les cas, simple. Elle n'a jamais voulu réfléchir à non, mais vous avez raison. Prendre ce raisonnement et elle a échoué. D'abord, elle perd aussi, ça fait tout de même 6 fois, comme dit l'autre. Oui, mais alors je vais vous dire pourquoi. Parce que malheureusement, le logo était difficile. Elle part quand même de logos difficiles. Jean-Marie, qui avait quand même qui était visionnaire sur un certain nombre de choses. Jean-Marie Le Pen, on peut dire ce qu'on veut, l'aimer ou ne pas l'aimer. Mais c'était pas, justement, la droite et la gauche telle qu'on la connaît. Sinon, pourquoi Macron, je parle du Macron 2017, regardez, il n'y avait pas de bloc. Il n'y avait pas de bloc. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? C'est une gauche socialiste, c'est une gauche socialiste relookée, si on peut utiliser ce terme. Ni gauche, ni socialiste, ni relookée. C'est une gauche qui a épousé. Non mais, regardez aujourd'hui, quels sont aujourd'hui le clivage? Alors vous avez effectivement un bloc mélenchoniste qui dit voilà, il faut retrouver effectivement un truc de la gauche, etc., les impôts, les ceci, les cela. Et de l'autre côté, vous avez effectivement, on le dit, le bloc Macron, on dit aujourd'hui la France en 3. C'est très intéressant, regardez, si on pousse. Tout le monde dit aujourd'hui, il y a le bloc mélenchoniste, enfin à gauche, qui reste la gauche, qui essaie de rassembler tout le monde, les communistes, même les écologistes, etc. Vous avez le bloc, effectivement, enfin Le Pen France périphérique, parce qu'on voit très bien où Marine a fait ses très bons scores, pour faire rapide et schématique, mais enfin c'est ça. Et vous avez le bloc Macron. Et le bloc Macron, il a quand même gagné. Même si on peut dire tout ce qu'on veut, etc. Je ne dis pas ça du tout comme ça. Pour moi, Macron est une gauche remodernisée, progressiste, mondialiste. Dans quoi il est de gauche? Sa politique très interventionniste, qui n'a rien de libéral, par exemple, en économie. Et De Gaulle était sa politique sociale, les lois bioéthiques, prétendument bio et éthiques, qui sont des philo. Oui, mais alors ça, c'est la gauche et le progressisme. Non, vous n'êtes plus social, vous êtes sociétal, je suis pas d'accord. C'est les deux. Il y a aussi la politique économique. Et même la politique tout court, sa pulvérisation des institutions et donc de la Constitution. Donc pour vous, Macron est un homme de gauche. Ah, tout à fait. Intégralement, c'est l'archétype de la gauche remodernisée. On n'est pas d'accord là, André. Et c'est pas parce que l'opposition, qui sera aujourd'hui, hélas, 3 fois hélas, Mélenchon et sa fine équipe, est de gauche, que la majorité n'est pas aussi de gauche. Pour moi, les deux gauches sont à la manœuvre et la droite est pulvérisée. C'est ce à quoi je voulais en venir en réalité. Je comprends. Il n'y a plus de droite. Dire. Oui, mais ça veut dire que la droite n'a rien compris à ce qui se passe. Voilà. Et pour moi, et je reviens à ce que je vous ai dit, ça veut dire ce que vous dites, et peut-être pas, mais que l'étiquette ne veut plus rien dire. Ah ben il faut la refonder. À mon avis, il faut la refonder. Je veux dire, quand vous me dites, attendez, qui sont
les partisans de Macron. C'est les grands gauchistes Patrick Drahi, Bernard Arnault, François Pinault, c'est ça la gauche. Mais c'est la gauche. Ne confondez pas la gauche avec le refus du fric. La gauche est matérialiste depuis le XVIIIe siècle, depuis l'utilitarisme anglais, Oui, depuis sa fondation. La gauche, le progressisme, c'est le fric, c'est le commerce, c'est la consommation, c'est la production contre les vieilles valeurs qui sont pulvérisées aujourd'hui en ce que vous dites, Paul-Marie, je ne dis pas que c'est faux, mais ça c'est absolument inaudible par les 4/5 de la population française. Il faudrait que ça devienne audible. Enfin bon, c'est autre chose. Non, je crois d'ailleurs que la droite peut retrouver une chance en s'opposant au totalitarisme. Au totalitarisme que l'on a vu poindre, et plus que poindre lors de l'affaire du Covid. Alors je vais vous dire, moi ce que j'ai peur, la réaction de Macron sur le totalitarisme est une réaction d'homme de gauche. Non mais c'est pas ça. C'est qu'on revient. Non mais le problème, il n'est pas là du tout. Le problème, c'est qu'on va au totalitarisme si on ne change pas la Constitution de 62. Et vous voyez, je suis pas. Le président de la République. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ça le 62 était le une verre bêtise du général de Gaulle, absolument. Oui, c'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que, non mais je veux dire, on va au-delà. De Gaulle, on comprend, il a fait ça pour des raisons extrêmement précises, et ça correspondait à sa taille et à son costume. Mais aujourd'hui, si je regarde les choses, comment on glisse au totalitarisme ? C'est vraiment, ça vient de ça. Et Macron est la caricature absolue d'un système arrivé à son acmé ou à son zénith. Son apogée. À son apogée. Pourquoi ? Parce que le Parlement, en principe, la démocratie, c'est les pouvoirs, on est bien d'accord, législatif, exécutif, judiciaire. Où est le législatif ? Il dit le Parlement. On l'a vu, vous avez vu, je mets 40 chèvres à l'REM, les 40 chèvres ou les 400 chèvres sont élus. Aucun problème, puisque je suis bon. Pourquoi ? Non mais ça va plus loin. Moi, je suis président élu. Toi, tu es député. Quelle est la légitimité la plus importante ? Moi, je suis élu par le peuple. J'ai la majorité du peuple. Toi, c'est ta circonscription. Tu veux te mesurer ta légitimité à ma légitimité. C'est fini. Le verre est dans le fruit. À partir de ce moment-là, c'est moi qui décide. C'est moi l'alpha et l'oméga de la légitimité. Et c'est pour ça qu'au fond, le glissement totalitaire vient de là. Ça a l'air... Alors on dit, mais et le nœud, c'est quoi ? Mais comment on pouvait dire ça ? Puisque, qu'est-ce que la démocratie plus formidable ? Puisque le peuple élit son président. Oui, mais après ça, que viennent les pouvoirs ? Où est le Conseil constitutionnel ? Où est le Conseil d'État ? Fini. Où est la justice quand les procureurs sont nommés ? Mais ça, mon cher André, ça c'est la gauche qui arrase les corps intermédiaires. Que ce soit la famille, que ce soit les féodalités locales, que ce soit... La droite aussi. La droite aussi. La droite est plus conservatrice, au sens conservatrice des puissances naturelles d'abord, des communautés naturelles. Oui, mais pardon, vous ne pouvez pas raisonner aux constellations des cieux de Mars et de la Terre. Non, parce qu'il y a une vie en bas. Il faut regarder la vie en bas. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas que la gauche. Tous ont cédé à ça. À partir de la droite s'est vendue corps et âme, comme la gauche, au mondialisme et à l'économie de marché. Et vous, ce que vous considérez, vous les conservateurs, au sens où vous voulez dire, je comprends très bien. Mais honnêtement, qui a défendu ça ? Qui a défendu ces valeurs ? Mais la droite dont je parle, c'est celle de la principale école de droite française, c'est l'Action française en réalité. Mais qui la représente aujourd'hui ? Elle a fait de Gaulle, l'Action française. Et le gaullisme est issu de l'Action française, qui est elle-même issue des anciennes libertés, comme on disait, de la monarchie. Il y a eu un 18 juin 40 et une légitimité que personne n'aura plus jamais, en tout cas, dans le temps que nous vivons. Attendez. Je veux bien. Non, mais c'est un vrai C'est un grand sujet. Je suis très content de l'avoir abordé. Oui, c'est très bien. Intéressant. Parce que pour moi, très sincèrement, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, moi je reste dans cette réalité, hélas, rugueuse à étreindre, comme disait Arthur, c'est que au fond, aujourd'hui, les gens sont dans ce qu'ils constatent. Qu'est-ce qu'ils constatent ? Que tous ont adhéré, je parle, à l'économie de marché mondialisée. Donc, ils disent de quoi vous parlez avec ça. C'est ça. Et l'histoire, pour revenir au droit constitutionnel, moi je suis très frappé. Le Parlement, il est il est complètement en dehors du truc. Conseil constitutionnel, Conseil d'État, j'en reviens à ça. Et la justice. Donc Montesquieu, il peut se retourner 400 000 fois dans sa tombe. Où est la séparation des pouvoirs ? Où sont les contre-pouvoirs ? Et quand je parlais de totalitarisme, je pensais au totalitarisme à l'échelle mondiale. Celui qui est inscrit en réalité dans la mondialisation et l'accaparement des pouvoirs par des petits cénacles genre Davos, dont vous connaissez la puissance. Et à mon avis, la réponse à cela, c'est l'esprit de conservation, c'est les anciennes libertés, c'est la redistribution des pouvoirs autour de communautés naturelles, comme la famille, la région.
Je vais être cynique. Soyez-le. Je vais être cynique. Le contre-pouvoir n'est pas du tout là. Ça, c'est des utopies sympathiques. Le contre-pouvoir, c'est Poutine. Alors oui, le contre-pouvoir, je suis tout à fait d'accord. Ça aussi, c'est un point de vue très classique. C'est un point de vue très classique. Et oui, mais on pourrait dire, malheureusement, en galégeant à peine, que Poutine est le seul rempart contre le totalitarisme aujourd'hui. N'est-ce pas? En tous les cas, c'est ce qui reste de survivant à l'Europe on va se faire traiter non-américain. On va mal finir, mon cher André. On va mal finir. Je sens qu'on va être... En tout cas, je suis ravi de cette conversation. Mais et alors, attendez, on n'est pas arrivé à aujourd'hui. Alors, ça va. Ah oui, 5 heures. Alors, écoutez, un point tout de même important. Ensuite, vous avez une carrière un peu plus audiovisuelle dans les années 90. Vous avez fait partie de l'aventure de la 5, si je me souviens bien. Exact. Et de la 3 après, avec Français si vous parliez. Alors, c'est vous qui avez lancé ça, Français si vous parliez. Je crois que c'est la première fois que je vous ai vu à la télévision. Sur la 5, on est dans les années 90, c'est ça. 90, 91. Et c'est marrant parce que c'est lié à aujourd'hui, à ce qu'on fait. C'est, voilà, faire parler les Français, les faire réagir à... Et j'ai eu aussi j'ai fait 4 ans ou 5 ans. C'était passionnant parce que j'allais à travers la France. Interviewer, c'est-à-dire j'avais des invités et j'avais un public dans lequel j'étais avec mon micro et je faisais parler les gens et ça a été extraordinaire. J'avais 500 émissions pendant 4 saisons et je vais vous dire, c'était... C'est un art de savoir faire parler les gens. Hein. Non mais moi j'avais très peur, alors on revient là aux Français, c'est pour ça que je suis optimiste moi en fait, c'est que les gens, je me dis mais ils ont rien à dire, ils vont pas parler, etc. Et les gens réagissaient formidablement. Et on a parlé de tout, les problèmes sociaux, les problèmes sexuels, économiques, de tout, absolument de tout, le chômage, etc. Et avec une liberté, alors là juste Paul-Marie, je vais vous dire, on avait une liberté, je l'aurais aujourd'hui à la télévision. Si on regarde ces émissions, on peut le regarder à l'image, c'est impensable. Ah, mais infaisable. J'ai eu 500 émissions, il n'y en a pas une qui aujourd'hui pourrait passer. Et c'était dans la journée. Vous retrouvez ça lors de vos émissions de Sud Radio, quand vous donnez la parole aux auditeurs, et c'est souvent formidable, ils disent des choses. Ouais, bon, quelquefois, il y en a qui te parlent. Sûr. Mais très souvent, ils mettent quelque chose sur la table, les auditeurs. C'est très intéressant. Et c'est rare d'ailleurs, parce que dans les fausses émissions interactives où on fait parler les auditeurs, on filtre par 18. Bon, on filtre rien, nous. Là, vous vraiment, les gens nous appellent. Vous aimez ça, vous avez aimé ça. Elle a pris fin, cette émission, à la fin des années 90. Oui, et je crois que on voulait remplacer par Jean-Luc Delarue, je sais pas quoi. On l'a fait de 91 à 94, vous voyez, fin 94. Après, voilà, je suis revenu dans l'édition. Et puis la radio, ça s'est présenté en 2016. Après, j'ai interviewé Trump, vous savez, j'étais allé interviewer Trump au moment de la campagne. Je voulais vous parler de ça aussi. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller voir Trump alors qu'à l'époque, il était à 3% ou je ne sais pas combien, mais il m'intéressait. Je suis toujours intéressé par les gens qui sont hors normes et hors dehors. Vous avez senti le personnage qui naissait justement porteur d'un peuple qui ne parlait plus. Voilà. Enfin, d'une Amérique qui en avait marre de Washington. Quoi. Absolument. C'est-à-dire de ce qui en avait marre de Washington et de la Californie. De l'Amérique des deux rives. Enfin c'est ça, au fond. C'est la nation américaine qui n'en peut plus de l'Empire américain. Complètement. L'Empire américain a pour première victime la nation américaine, c'est-à-dire le bon peuple américain qui en a marre de cette superstructure. Et qui disait, on s'occupe pas de nous les salauds, des rednecks, des oubliés. Et Trump a su leur parler. Et j'ai assisté à des meetings de Trump. Je suis allé le voir, il m'a reçu pendant une heure. Un des premiers de la campagne. Absolument. Il n'était pas encore nominé parmi les Républicains. Hein. Il commençait sa campagne. Je l'ai vu en février, je crois, ou mars 2016, oui, il y a 6 ans. Et ça m'intéressait, et heureusement, parce qu'il n'a reçu aucun journaliste étranger à l'époque, et jusqu'à présent, d'ailleurs, il reçoit un journaliste américain en campagne. Non, mais... Et heureusement, il avait une amie, je lui ai dit, écoutez, ça m'intéresse de le voir. Il me dit, écoute, je sais pas. Et pendant un mois, aucune nouvelle. Et puis je me suis dit, je n'y pensais plus. Et un jour, il m'appelle, il me dit, vous voulez toujours voir Trump? Je lui dis, oui, bien sûr. Il dit, écoutez, il vous reçoit à New York, à Trump Tower, mercredi c'était lundi. C'est lui. Mercredi à 16h. À son bureau. Enfin, oui, il habite là-haut. Et j'ai dit, vous êtes sûr? Ah, il me dit, je suis jamais sûr, il peut avoir un truc. J'ai dit, attendez, vous me dites d'aller à New York? Ah, oui, mais écoutez, c'est à vous de prendre le risque. Ah bah oui. Eh ben, bien sûr. Et je l'ai pris, bien sûr, je suis allé. Et parce que non, il m'a dit peut-être qu'à la dernière minute, il vous dira, il avait un meeting et il annule. Hein, il s'en fout, je comprends. Là. Et je me rappelle très bien que je suis allé le voir, il me dit,
vous avez 20 minutes. Je dis, merde, Paris-New York pour 20 minutes, ça m'embête un peu. Qu'est-ce que je peux faire pour prolonger? Et je me rappelle qu'on commence, et sa secrétaire arrive, là. Type, d'ailleurs, je vais vous dire, juste un truc, c'est très intéressant. Il me parlait pas du tout comme si c'était un journaliste français ou d'Europe. Il me parlait comme si je voulais assassiner. C'est-à-dire il parlait pas pour le public européen. Oui. Il parlait comme il aurait parlé à un journaliste. Voilà, assez et au bout de 20 minutes, il me dit, et puis j'ai dit, mince, alors il faut quand même... Et j'ai eu cette idée, là. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez pensé du Bataclan, ce qui est arrivé au Bataclan? C'était 6 mois après, enfin non, 4 mois après le Bataclan. Et là, il se rassoit. Et il me parle de la France. Et il me parle des frontières. 2015, et il me parle de la défense et tout ça. Et on est resté 1 heure. Ah oui, ça a duré 1 heure, du coup. 1 heure. En tout. Parce qu'il m'a dit, mais je comprends pas, les Français, vous n'êtes pas capables de vous défendre. Et un pays sans frontières, mais c'est un pays qui est foutu, et tout ça. Il me parle de la nation. Il me parle de la nation comme il me parle de la nation américaine. Belle idée d'avoir parlé du Bataclan, ça l'a fait réagir. Ça l'a fait réagir. Je vous dis, il s'est rassis parce qu'il était presque en train de partir. Et il m'a dit, mais attendez, alors qu'est-ce qu'il fait? Les Américains, ils sont un revolver. Il me dit, mais moi j'aurais été au Bataclan, mais moi j'aurais tout de suite tiré. Mais peut-être qu'ils m'auraient tué, mais j'aurais tiré. Mais les Français, vous n'avez plus rien là. Il m'a dit, rien dans le pantalon. Mais enfin, c'était ça. Il dit, ouais, vous attendez quoi de vous faire tous massacrer pour réagir? Mais moi, j'adore la France, j'adore Paris, mais c'est quoi? C'est devenu quoi, Paris? Il aime vraiment Paris, il aime la France, oui. Ah, il est venu plusieurs fois, oui, il adore Paris. Je sais qu'il avait été bouleversé par l'incendie de Notre-Dame, ça, je sais qu'il avait oui, été... Ah oui, oui, il m'a dit, mais vous n'avez plus de... Où est votre sève, où est votre truc Ah non, Et vous en avez fait un livre. Et j'en ai fait un livre après, oui, où j'ai raconté. Et je suis allé à ces meetings, surtout. C'était passionnant, les meetings. Parce que, par exemple... Là, toujours en indépendant. Ah oui, c'est... pas dire freelance. Non, j'ai fait ça pour Valeurs Actuelles, à l'époque. Je travaillais avec Valeurs Actuelles sans être à Valeurs Actuelles. Ah oui, c'est d'ailleurs à ce moment-là que je vous rencontre, d'ailleurs. Voilà, exactement. Parce que j'étais chargé des tribunes. Voilà, c'est à ce moment-là que je vous ai rencontré. Tout à fait, c'était ça. Vous ne faites plus rien pour Valeurs Actuelles? Non. Là, avec la radio... C'était une bonne expérience. Hein? C'était une bonne expérience. Ah oui, j'aime bien. J'avais fait les feuilletons, vous savez, de l'été. Mais oui, les feuilletons d'été, c'était vous. Oui. Et donc, juste un mot là-dessus, c'est très intéressant, parce que ça, c'est surtout américain. Je me retrouve dans des meetings de terrain de football avec 35 000 personnes par moins 2 degrés. Les gens se les gelaient. 35 000 personnes étaient là. Je dis quand même, c'est là où je me dis, il se passe quelque chose. Et j'interroge les gens. Et c'est des gens, les plus américains, c'était Mississippi, Alabama, Missouri. Et j'ai dit, vous gagnez combien, vous, par mois? Là, tu me dis $1 500, le me dit $2 000, le me dit $2 500, comme ça. Et je lui dis, en bon français, là, je dis, mais vous suivez un multimilliardaire? Ah ben, il dit, mais oui. Justement, on le suit pour ça. Je dis, comment pour ça? Il me dit, oui. Lui, il sera ni acheté ni vendu. On sait qu'il n'a pas besoin de ça. Quelle sagesse. Il dit, lui, au moins, on sait que personne va l'acheter et il va pas se vendre. Et c'est vrai, il n'avait pas besoin de ça. Vous croyez qu'il y a beaucoup d'hommes politiques français vendus? Je ne sais pas. Je ne me prononcerai pas là. Il y a des choses qu'on ne s'explique pas, quelquefois, dans le comportement des... Non, je ne sais pas. On peut pas, honnêtement, français. Je ne crois pas que c'est ça l'essentiel. Je ne crois pas que c'est... Pas nécessairement l'argent, je veux dire, mais enfin, il y a des contrats secrets. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi les gens se détournent de la politique? Ils se disent, attends, je vais gagner beaucoup plus de fric, parce qu'il n'y a plus de collectif, il y a l'individualisme, et ils disent, ah ben je veux plus prendre des coups. Non mais regardez, prenons un exemple, et Dieu sait ce n'est pas mon cas. Coralie Dubost se fait incendier pour effectivement, et c'est pas bien du tout, par contre, incendier pour ses lingeries, pour ce qu'elle a fait, ses notes de frais de voyage, 3 000 €. Une députée socialiste. Députée LREM. LREM, pardon, excusez-moi, vous voyez à quel point je les confonds. Je vois à quel point la gauche joue chez vous. Oui, ça c'est un comportement de gauche. Ça c'est un comportement pas du tout de parvenu. Excusez-moi, c'est-à-dire, c'est ce que vous avez dit de la gauche, c'est-à-dire c'est un peu une infraction. On arrive par l'escalier de service, on trouve qu'il y a de la belle vaisselle et on reste aussi longtemps que possible. Oui, mais ce sont les mêmes. Moi, je ne crois pas du tout justement à cette... Il y a beaucoup de gens de gauche à droite. Non, mais pour revenir, non, mais en tout cas, elle était LREM. Mais je vais vous dire... Oui. Ce qui est très amusant, c'est que tout le monde n'a parlé que de ça pendant une semaine. Alors, il faut dire que c'est peut-être que nos téléspectateurs ne connaissent pas l'affaire Non, donc Coralie Dubost, députée LREM, a été accusée de dépenser de l'argent l'argent de son député pour acheter des choses qui n'ont rien à voir avec son métier, ou des dîners dans des grands hôtels, ou de la lingerie, ou etc. Bon, alors ça faisait 3 000 € qu'elle aurait dépensé. Bon. Ou les homards de François de Rugy. Mais je ne défends pas ça du tout.
Mais ce qui me frappe, c'est qu'on ne parle plus du tout de McKinsey. McKinsey reçoit le cabinet de conseil américain 1 milliard de dollars d'argent public en 2021, paye pas un sou d'impôt en France. Qui parle de McKinsey aujourd'hui? Il y a encore plus grave, qu'il paye des impôts ou pas, j'allais dire je m'en fiche, c'est pas secondaire. Mais c'est rien, peu de choses par rapport au fait qu'un cabinet américain joue ou remplit des fonctions publiques françaises comme un ministre. Enfin, on décide de politique entière, notamment sûr, de politique de santé, etc. Oui. Avant de décider de la politique étrangère. Donc voilà, donc tout ça, si vous voulez, et c'est les 2 poids 2 mesures qui me paraissent toujours, je veux dire, même pas scandaleux, enfin surréalistes, quoi. Et alors le scandale, vous n'avez pas peur de le dénoncer. Vous entrez à Sud Radio en pleine montée de sève, on peut dire actuellement, dont vous êtes la locomotive, Berkoff dans tous ses états, midi, tous les jours. Vous arrivez à tous les jours trouver quelqu'un qui dit quelque chose de neuf, sur des sujets d'ailleurs où beaucoup de gens se taisent. Oui. Vous avez été formidable dans l'affaire du Covid, formidable. Et ainsi, de l'autre affaire, où on joue à peu près sur le même registre, la peur, l'instinct de grégaire, l'esprit d'obéissance, de servilité. Aujourd'hui, on se couche devant le discours otanien, comme on s'est couché avec les généraux de plateau, comme vous dites très gentiment. Et de même qu'on s'était couché devant la politique avec McKinsey derrière, contre le Covid. C'est d'ailleurs à peu près des opérations, parce que je pense que ce sont des opérations montées de toutes pièces, vous les avez dénoncées et vous avez trouvé tous les jours des gens qui avaient des choses à dire. Oui, mais parce qu'il y a, je vais vous dire, en France, justement, il y a un trésor, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire, mais on voit toujours les mêmes dans les médias dits établis, et je trouve ça terrible, parce qu'il y a une richesse française du point de vue des compétences, des cerveaux, qui est énorme. Il y a pas de problème de ce point de vue. On dit et on s'arrache qui on va inviter. Mais si vous invitez les mêmes qui sont dans la même doxa, qui disent les mêmes choses, comme tant d'autres font, comme tant de radio et de télévision. Exactement. Mais évidemment que vous allez prendre les 10 mêmes et vous allez faire tourner comme les Ménines de Velasquez. Évidemment, on se coagule, on se congratule et je ne dirai pas le reste. Mais voilà, c'est un vrai problème. Alors qu'il y a vraiment, moi, comment je fais? Je regarde les chroniques, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, non pas parce qu'ils disent la vérité, c'est pas le problème vérité du mensonge, c'est qu'ils vous renvoient d'un clic à telle ou telle chronique, telle ou telle chose passionnante. Moi, vraiment, j'en vois beaucoup plus que dans la presse. Je dis pas que la presse, il y a de très bonnes choses aussi, il faut pas généraliser, il y a de très bonnes choses. Mais, à des moments, par exemple, sur les éoliennes, je vous rappelle, je tombe sur un livre de Fabien Bouglet, qui montre l'arnaque absolue des éoliennes. Bon, presque, il m'a dit, personne n'en parle. Il a beaucoup de difficultés dans certains domaines, il peut parler. Mais enfin, quand il dit que les éoliennes sont des intermittentes, il n'y a pas de vent, et qu'il raconte et qu'il disent, bon, et puis je fais ça sur la santé. Les circuits de fabrication, etc. Voilà, etc. et tout cela. Sont importés. Et vous avez énormément de gens en France. C'est pour ça que, honnêtement, je trouve, Paul-Marie, aujourd'hui, que ce soit tel ou tel organe, là, vous travaillez, etc. Moi, je trouve qu'il faudrait y avoir. Et ça, c'est vraiment une fédération. Je ne dis pas que chacun garde sa personnalité. Oui, des gens qui aiment la vérité. Mais voilà, de fédération de gens qui aiment la vérité, qui aiment entendre des choses, quelle que soit leur étiquette, mais qu'ils donnent les faits, qu'ils donnent des partis pris au bon sens du terme, et c'est très bien. Et je trouve qu'on n'est pas... Il y a tout de même, je sais pas, on n'est peut-être pas assez coalisés. Enfin, le Nouveau Conservateur n'est pas un grand titre, mais enfin, TV Liberté, Sud Radio, vous touchez beaucoup de monde. Et la presse, tout de même, indépendante, foisonne. Mais les auditeurs ou les lecteurs sont pas si nombreux. Enfin, vous avez percé, en tous les cas, avec une audience on a percé, rare. mais parce qu'on a percé, je veux dire, c'est pas ni pour mes beaux yeux, ni pour quoi que ce soit, c'est parce que, justement, on essaye d'avoir des gens, et on a des gens qui sont différents. Et je dois dire qu'on me laisse, enfin, j'ai une liberté, jusqu'ici, en tout cas, totale. Hommage à donc, ça se voit, voilà. Ça se voit. Hommage à Sud Radio. Voilà. Donc, voilà. On n'a pas beaucoup parlé dans ce récit de votre vie privée, mais après tout, je ne sais pas ce que vous aimez lire, je ne sais pas ce que vous aimez écouter comme musique. Qu'est-ce que vous aimez en musique, par exemple?
Alors écoutez, moi j'ai été formé, il faut le dire, pas par la musique classique, j'aime beaucoup, mais j'ai été formé au jazz et au blues. Ah, le C'est-à-dire blues. que ma vraie culture musicale a commencé avec Louis Armstrong et Sidney Bechet. Poursuivi avec. Et puis il y a eu Miles Davis et tout ça. Et je vais vous dire que pratiquement Le meilleur album de Miles Pardon. Davis. Meilleur album de Miles le Davis. Kind of Blue. Kind of Blue, oui, Kind évidemment. of Blue, enfin tous les. M'étonnez pas. Et j'ai été vraiment formé à ça, et je dois dire que tous les 2 ans, je vais à Chicago, quand je peux, pour écouter les clubs, parce que les grands clubs de blues sont à Chicago, il y a le Nouvelle-Orléans, mais c'est plus ça. Et puis, ici aussi, c'est vrai, j'adore, ça a été la musique. La littérature. Vous allez dans les bars à jazz un peu Oui, à Paris? oui. Ça, c'est agréable. L'ambiance, il y en a 4 ou 5 à Paris, mais Ouais, l'ambiance est bonne. Très, très agréable. Ah, j'adore. Dès que je peux avoir une heure comme ça, je fais là-bas, je réserve un truc, et vraiment tellement agréable. Vous aimez faire la fête de toute façon, j'ai l'impression. Oui, je dois dire, j'aime beaucoup les pianos jazz de bar d'hôtel. Oui. Quand c'est des vrais pianos jazz, j'adore ça. Oui, j'aime la fête, ça a été une des constantes de ma vie. On n'en a pas trop parlé, mais enfin, ça a jalonné toute votre vie. Oui, hein. ça a gelé toute ma vie, c'est vrai. Et c'est pas vrai. fini. On verra bien. Ça, c'est pas, comme vous le savez, nous n'avons pas la décision, hélas, du match. Non, c'est vrai. Et en littérature, Paul Maric m'a interrogé. Je suis, comment vous dire, évidemment, les livres, c'est ma vie, hein. Quand on me dit, mais par qui tu as été influencé? Je veux dire, j'ai rencontré des gens très passionnants, mais j'étais beaucoup plus influencé vraiment dans ma vie, dans mes choix, par les livres que par des gens. Ce sont des livres qui comptent plus que les Ce sont des livres Pourtant, vous les aimez, les gens. Pourtant, vous les aimez. J'adore. Mais je veux dire, si vous me dites, mais qui a joué, par exemple, c'est vrai qu'alors, vous allez me dire, là, je vous cite des auteurs de gauche, mais que ça soit Sartre, Prévert, mais par exemple aussi les Hussards. Ah, ça, Je veux dire, c'était plutôt la les droite. Limiers, les Vous Chardonnes. voyez, vous revenez à la gauche et la droite. Hein. Oui, non, mais parce que pour moi, c'est pas Des ça qui sensibilités m'intéresse. différentes. Je veux dire, c'est le style. Par exemple, quand je lis Nimier, quand je lis Chardonne, quand je lis Déon, quand je lis Céline, je veux dire, après, leurs opinions politiques sont leurs opinions politiques ou autres. Mais enfin, moi, vous savez, je suis comme l'aficionados devant un grand torero. Et vraiment, je remarque, quand il y a une figure de style, regardez par exemple quelqu'un qui était un grand écrivain collabo, on peut pas dire, mais un grand écrivain, mais qui a été un collabo notoire, qui s'appelle Robert Brasillac. Quand on lit comme le temps passe, la fameuse Nuit de Tolède, où il écrit un couple en train de faire l'amour pendant 120 pages, c'est une des plus belles pages que j'ai lues de ma vie. Bon, et je hais les collaborateurs et la collaboration et tout ce que vous voulez. Et ce que je vais dire pour cela que, comme dit certains, Polanski a ceci, a cela, non. C'est un grand écrivain, ça ne change rien. Vous savez que Dostoïevski, par exemple, n'est plus un grand écrivain depuis que Poutine est entré en Ukraine. Oui, vous avez Dostoïevski. Non, mais c'est ça c'est l'imbécilité. L'imbécilité contemporaine. Absolue contemporaine. Elle vous blesse. Oui. Et donc voilà, il faut qu'on retrouve, et vous savez, toute notre discussion d'ailleurs au-delà de la gauche et de la droite, c'est l'éducation. Si on ne retrouve pas l'exigence éducative, apprendre aux gens à lire, à apprendre l'esprit critique, en tout cas apprendre à développer leur esprit critique, etc. Moi, j'ai eu la chance. Nous en parlions avec Anne Coffinier dans notre précédente émission, cher André. Mais c'est passionnant. Moi, je vais vous dire, j'ai eu, par exemple, au lycée français de Beyrouth, un des grands spécialistes de Balzac, Pierre Barberis, qui est un des grands spécialistes de Balzac, je l'ai eu comme prof. Ben, je vous assure qu'il a été extrêmement influent, là, lui, dans les livres, dans le choix des livres. Et d'ailleurs, vous avez écrit beaucoup de livres. Combien, non, les 46. 46, oui. Ouais. Et un en préparation, j'imagine, non? Oui, toujours en préparation. Un ou deux, non? En fait, je vais écrire pas des mémoires, mais une espèce de mémoire fiction, comme ça. Mais il est bien d'écrire ses mémoires. Oui, c'est vrai. Mais quand même, pour finir, je le fais moi-même, oui, mais vous comprenez, je m'y prends tôt parce que j'ai beaucoup de choses à écrire. Mais malgré tout, je vais pas vous demander d'écrire vos mémoires tout de suite, je vais vous demander autre chose, André Berkoff. Pour nous faire plaisir à tous, je vous en prie, vivez centenaire et ne cessez jamais de travailler. Merci. En tout cas, je vous remercie de cette belle conversation. Ravi de partager cela avec vous. Merci André Berkoff. À bientôt.